La situation actuelle avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, il semble que la guerre ne soit plus vraiment entre l'Iran et Israël, car Israël est tellement occupé avec le Hezbollah. Ils ne combattent pas directement l'Iran en ce moment. Commençons par ce que le général King a dit sur Fox News et par son évaluation de la situation actuelle. Vous savez, Donald Trump a d'abord lancé un ultimatum de 48 heures, puis il a dit que cela durerait 5 jours. En ce moment, un peu plus de 10 jours après le début, voici ce qu'a déclaré le général King. Un peu moins de 3 semaines supplémentaires, selon nos commandants, pour achever cette opération. Il a fallu un peu plus de 3 semaines pour en arriver là où nous en sommes. Donc vous voyez que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Et qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, concrètement, nous allons atteindre tous les objectifs assignés par le président Trump au commandant du CENTCOM. Et en parlant avec les FDI, ils ont pleinement l'intention d'atteindre tous les objectifs que le Premier ministre Netanyahou leur a fixés. Le calendrier général est comme décrit d'environ 3 semaines. Si cela se produit bientôt, très bien. S'ils doivent prendre un peu plus de temps, nous avons dit depuis le début que tout cela dépendait des conditions. L'ennemi a son mot à dire. Et que cherche à faire l'ennemi en ce moment? Premièrement, il essaie de survivre personnellement et de maintenir le régime plus ou moins intact. Et croyez-moi, c'est un énorme problème pour eux. Cela se voit. Vous en parlez chaque jour dans vos reportages sur ce qui arrive à la direction. La paranoïa au sein de cette direction est réelle et le processus de prise de décision chaotique qui y règne l'est tout autant. Nous fragmentons donc cette direction, c'est certain, et il nous reste encore plusieurs semaines pour continuer à le faire. La deuxième chose qu'ils font, en plus d'essayer de survivre individuellement et en tant que régime, c'est de tenter de protéger leurs avoirs. Ils savent que nous savons où tout se trouve, et nous les éliminons méthodiquement. Ils veulent certainement sauver quelque chose, afin d'avoir la capacité de riposter contre nous lorsque nous commencerons à rouvrir le détroit d'Ormuz. Si nous prenons l'île de Karg, ils voudront mener une forme de représailles militaires, probablement contre des alliés et des partenaires de la région, et les bases américaines seraient les cibles les plus faciles. Israël serait sans doute une cible plus difficile. Et ils essaient de cacher cela, de nous tromper autant que possible, de protéger certaines de ces ressources, tout en continuant à tirer des missiles et des drones sur nos bases et sur Israël. Cela rend donc l'identification et la destruction des cibles plus difficiles. Allons-nous être capables de le faire? Bien sûr. Mais cela demande plus de temps, plus d'identification, plus de suivi pour y parvenir. J'essaie de l'expliquer avec une analogie de football américain. Vous savez, nous sommes dans la zone rouge. Nous sommes sur la ligne des 20 yards, en train d'essayer d'atteindre la ligne d'en but, et l'adversaire met en place autant d'obstacles que possible, car il voit à quel point nous sommes proches d'atteindre nos objectifs et il fait tout ce qu'il peut pour empêcher que cela se produise. Voilà. Oui, Nima, Vas-y, camarade, vas-y. J'adore cette analogie. J'adore vraiment cette analogie. Nous avons été dans la zone rouge à plusieurs reprises au cours des 30 dernières années et nous n'avons jamais marqué de touchdown. Je me demande en quoi cette fois-ci est différente. Et puis, la deuxième chose que je dirais, c'est qu'on ne demande jamais à quelqu'un en guerre, ou même dans une simulation, s'il atteint ses objectifs, parce qu'il répondra oui, bien sûr, et détaillera tous les objectifs qu'il a atteints. On lui demande, Akli Tutamin. Et la mission n'a jamais été exprimée, ni par le président, ni par le secrétaire à la défense, ni par le chef d'état-major interarmé. La mission est-elle accomplie? Les bombardements? Sans relâche? Il semble que oui.
Mais il ne fait aucun doute que la mission n'est pas accomplie, si, comme je pense qu'ils le disent discrètement, l'objectif est de faire tomber le régime. Ils ne l'ont pas fait, et je ne pense pas qu'ils le feront. C'était donc une présentation idiote que je n'aurais pas acceptée d'un lieutenant-commandant de la marine ou d'un major de l'armée sur un terrain d'exercice sans lui passer un sacré savon. Larry, quel est ton point de vue sur ce qui se passe et comment comprends-tu la situation? Keane est dans le déni. Je veux dire, il vit dans un monde imaginaire. Premièrement, la question devrait être celle du détroit d'Ormuz. Vous savez, je n'avais pas non plus compris cela au début de cette guerre. C'est un savoir qui s'est accumulé au fil du temps. Le monde est actuellement en récession. Normalement, on définit une récession comme 2 trimestres consécutifs de croissance économique négative. Alors certains disent, eh bien, on ne peut pas appeler ça une récession, car nous n'avons pas eu 6 mois et nous n'avons pas les n'importe quoi. Le monde est en récession en ce moment. La question est de savoir si cela va devenir une dépression. Une dépression signifie que la croissance économique chute en dessous de 10%, 10% négatif. La perturbation du pétrole est une chose, et ironiquement, dans cette perturbation du pétrole, l'Iran en a tiré profit. Vous savez, ils sont passés de Trita Parsi, je ne me souviens plus dans quelle émission il était, mais il expliquait qu'avant la guerre, l'Iran produisait 1,1 million de barils de pétrole, vendus à 47. Maintenant, ils en produisent 1,5 million et les vendent à 407, donc plus du double du prix. La perturbation du gaz naturel liquéfié est importante, elle affecte vraiment l'Asie. Plusieurs pays ont déclaré l'état d'urgence. Et ils ont arrêté de faire frire les aliments parce que le carburant utilisé pour la friture provient du gaz naturel liquéfié. Ensuite, il y a le problème des engrais. Plus d'un tiers des engrais mondiaux proviennent de l'urée issue des produits pétrochimiques du Golfe Persique, et cela a disparu. Nous ne verrons donc pas les effets complets de cette situation avant environ 6 à 8 mois, car c'est actuellement la saison des semis. Et si les cultures ne sont pas correctement plantées avec de l'engrais, elles ne vont pas pousser. Cela signifie qu'au moment de la récolte, il n'y aura pas grand-chose à récolter. Nous faisons donc face à une pénurie alimentaire mondiale. Et avec cela, vient le risque de famine ou de malnutrition dans certains pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement ignorer. Cela ne nous affecte pas seulement ici. Nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences de cette situation. Ensuite, il y a l'hélium. Il se trouve, qu'il aurait cru, que le Golfe Persique est également une source majeure d'hélium, essentielle à la production de puces électroniques. Donc, ces puces ne sont plus fabriquées faute d'hélium. Et si elles ne sont pas produites, alors les ordinateurs, les téléphones portables, les missiles Tomahawk et tout le reste qui dépend de ces puces ne sont plus disponibles. Et puis l'acide sulfurique. Je veux dire, ça continue encore et encore, et ça ne s'ouvre pas. Même si, d'une manière ou d'une autre, par miracle, les choses se retournaient en un jour ou deux, remettre en marche l'écoulement du pétrole et du gaz naturel liquéfié, faire circuler à nouveau l'urée, cela prendrait du temps. Donc tout cela a un impact économique sur le monde auquel, en particulier ici aux États-Unis, nous ne prêtons pas encore vraiment attention. Nous commençons à le faire, mais sans en saisir pleinement la portée. Alors, vous savez, en parlant de tout cela, cela rappelle McNamara pendant la guerre du Vietnam, quand il sortait dire « Nous avons tué X Viet Cong aujourd'hui ». Et tout cela s'est avéré être un mensonge aussi. Donc vous savez, les choses n'ont pas changé. Et en plus, Nima, de ce dont Larry parle, tout l'aspect pratique de la situation, et ça ne s'annonce vraiment pas bien du tout comme il vient de le démontrer,
J'ai vu hier que nous en sommes à 3500 navires bloqués au large du détroit d'Ormuz, sans aucun endroit où aller. Voilà l'autre facette du problème. Et devine qui a résumé tout cela? Je vais le lire parce que c'est inestimable. C'est Darachi. Il est à la réunion d'urgence de l'ONU, convoqué à cause de notre attaque contre cette école. Et il dit, je paraphrase, mais voici les points essentiels, 2 régimes dotés de l'arme nucléaire ont attaqué un régime non nucléaire. Deuxième fois qu'ils torpillent la diplomatie. Ils sont en train de banaliser les crimes contre l'humanité qui ont commencé avec acharnement, devine où, en Palestine, aux mains de Bibi Netanyahou. In Palestine, at the hands of Bibi Netanyahu, and as John Mearsheimer is pointing out increasingly, et comme John Mearsheimer ne cesse de le souligner, probablement sous le prétexte que la plupart des personnes tuées le 7 octobre l'ont été par des Israéliens et non par le Hamas. 27 jours de guerre illégale, poursuit Arachi, sans aucun respect pour le droit humanitaire. 600 écoles, hôpitaux, maisons de retraite, ambulances, à l'arrêt ou en mouvement, sources d'eau, sources de nourriture, tout cela constitue des crimes de guerre. Tout cela est le produit du monde qui ignore la Palestine, ramenant la question au génocide qui a presque été enfoui aujourd'hui. Mais nous avons pris une résolution, conclut-il. Nous avons pris une résolution, et je crois qu'il l'a fait, et que son pays l'a fait aussi. Nous sommes en train de devenir non seulement paralysés en mer, comme Larry l'a souligné, avec de graves répercussions économiques, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Nous sommes aussi en train de devenir la nation la plus détestée de la planète, juste après Israël. Yeah. Larry, il semble que la situation concernant l'invasion de l'Iran, l'invasion des îles iraniennes dans le Golfe Persique, devienne sérieuse. À quoi ressemblerait l'escalade du côté des États-Unis et d'Israël? Je pense que la prochaine étape pourrait être une invasion de ces îles. Beaucoup de gens débattent de laquelle. Vont-ils envahir plusieurs îles du Golfe Persique ou une seule? Et voici l'une d'entre elles, particulièrement intéressante d'un point de vue stratégique. Cette île s'appelle l'île de l'Orak. This island is called Lorak Island. Lorak, it comes here. You see the L'Orak, ça arrive ici. Tu vois, la route des pétroliers part d'ici et passe près de l'île, entre l'île de Keshm et l'Orak. Elle traverse exactement cet endroit. S'ils prennent cette île, cela pourrait poser quelques problèmes. Et ensuite, si tu montes par ici, ce dont il parle, c'est de cette île, Karg, qui est plus éloignée du détroit d'Ormuz. Alors, quelle est ta compréhension, Larry, de la stratégie qu'ils poursuivent en ce moment? What was that word you used? Is that strategy? Quel était ce mot que tu as utilisé? Stratégie? Mon Dieu, garçon, tu es un optimiste. Écoute, commençons par ce que nous savons. La semaine dernière, cela a été publié sur un site appelé Open Source Intelligence Defender sur X, et cette source faisait un rapport sur un autre site appelé Intel Frog. Intel Frog a précisé que depuis le 12 mars, il y a eu des vols de C-17, environ 35, avec encore 11 prévus. Alors, quand j'ai commencé à examiner les bases, j'ai compris qu'il s'agissait d'une mission des forces spéciales lancée depuis la base conjointe Lewis McChord. Ce sont les 75e Rangers, 2e bataillon, je crois, Hunter Army Airfield. Hunter Army Airfield. Task Force 160, it's got La Task Force 160, elle a un élément de ce régiment déployé là-bas, plus le 1er bataillon des 75e Rangers. Maintenant, il faut comprendre que les 75e Rangers, dans le monde des opérations spéciales, sont ce qu'on appelle une unité de niveau 2. Ils apportent un soutien à la Delta Force et à l'équipe SEAL 6. Pendant les 23 années où j'ai participé à des exercices, on plaisantait toujours en disant que chaque exercice devait inclure un aérodrome que les Rangers pouvaient s'emparer. C'est l'une de leurs spécialités. Ils prennent le contrôle d'un aérodrome. Les autres vols, on ne parle pas d'un ou deux C-17, mais de plusieurs vols pour chacune de ces bases. Station navale d'Oceana, en Virginie. Tiens, qui est là-bas?
Oceana Naval Station, Virginia. Who's there? SEAL Team 6 as well as the East Coast SEALs. L'équipe SEAL 6, ainsi que les SEAL de la côte Est. La base aérienne de Pope Army, c'est Delta Force, le 82e bataillon, la 82e division aéroportée, Fort Campbell, dans le Kentucky, le quartier général de la Task Force 160, les Night Stalkers. Il était donc clair qu'il y avait un mouvement. Maintenant, il n'y a que deux possibilités. Quand on voit ce genre de mouvement, cela ne peut signifier qu'une de deux choses. Soit c'est un exercice, soit ils partent au combat. Et d'après ce que j'ai entendu, j'ai un autre ami qui est proche de quelqu'un à Delta. Et Delta dit, ils nous envoient en mission suicide. Donc ils vont vraiment les envoyer maintenant. Trump avait d'abord annoncé 5 jours. Quand je l'ai entendu parler de cette histoire de 5 jours lundi dernier, je me suis dit, d'accord, cela veut dire que vendredi, aujourd'hui ou demain, on va commencer le tournage. Et au départ, c'est bien ce que ça semblait être. Permettez-moi de faire une autre remarque. Souvenez-vous, ce mouvement aérien a commencé le 12 mars. Le 13 mars, ils ont lancé le premier MEU, le 31e MEU, depuis Okinawa. J'ai dit, d'accord, vous partez là-bas. Donc pour moi, cela montre que c'est planifié. On ne commence pas quelque chose, le 12 ou le 13 mars, juste sur un coup de tête, du genre « Mon Dieu, on a un problème à régler ». Non, c'est préparé à l'avance. Le déploiement du 11e MEU, ils ont environ une semaine de retard, peut-être une semaine à 10 jours. Ce qui explique maintenant pourquoi, je pense, hier Trump a annoncé « D'accord, nous allons leur donner jusqu'au 6 ou 7 avril ». C'est la semaine prochaine, et c'est à ce moment-là que l'autre MEU sera dans la région. L'intention de Trump est donc de lancer une opération terrestre. Sur l'île de Keshm, d'après ce que je comprends, il y a l'une de ces villes souterraines de missiles. Donc il confierait spécifiquement à la Delta Force ou à l'équipe SEAL 6 la mission d'attaquer et de capturer ce site. Ils partent du principe que l'Iran n'a pas de défense en place. Je pense que c'est une hypothèse très imprudente. Et en réalité, je ne pense pas que la Delta ou l'équipe SEAL 6 ferait une telle supposition. Donc, on se retrouve face à une bataille où s'ils capturent cette ville des missiles, très bien, ils l'ont. Mais cela n'ouvre toujours pas le détroit d'Ormuz. Et si l'on déploie des forces militaires sur l'une de ces îles, cela n'ouvre pas non plus le détroit d'Ormuz, car l'Iran peut toujours commencer à poser davantage de mines dans les eaux. Et ils ont dit qu'ils le feraient. Ils ont déclaré qu'ils inonderaient le golfe de mines, pas seulement le détroit. Ils disposent de drones sous-marins, de sous-marins équipés de torpilles, ainsi que de missiles et de drones en surface. Donc, si l'objectif est d'ouvrir le détroit, la mission doit être, il faut neutraliser toutes les capacités offensives de l'Iran. Et simplement placer des hommes sur ces îles ne suffira pas à y parvenir. Et en outre, Nima, j'ai entendu tellement d'experts, je mets ça entre guillemets, dire au cours des dernières 48 heures à William & Mary, j'en ai entendu plusieurs parler du détroit et de sa géographie. Eh bien, j'y suis allé, je connais. Je participais à une partie de la planification autour d'Ernest Will et de Praying Mantis au commandement du Pacifique. Ils se trompent. Une personne a dit « Eh bien, la profondeur moyenne du détroit est tellement grande qu'on ne pourrait pas y faire grand-chose. La profondeur moyenne du détroit est de 50 mètres. C'est assez profond, certes. Cela permet par exemple de couler un super pétrolier sans créer trop d'obstacles. Mais ce n'est pas si profond que ça. Et l'une des choses qui nous inquiétait, c'était que plusieurs navires soient coulés et bloquent le passage. Et, au fait, le chenal nord, je crois que le nord se trouve à droite quand on regarde vers le nord et le sud à gauche. Ce sont des chenaux différents et ils varient légèrement en termes de salinité, de courant et d'autres facteurs qui influencent la traversée du détroit.
Mais ce n'est pas un détroit facile à rouvrir si quelqu'un est déterminé à le garder fermé, comme nous l'avons appris en 1988. Et ils en parlent comme si c'était, vous savez, comme le disait Larry, il suffit de faire ceci, de faire cela, d'obtenir ceci, d'obtenir cela, et on peut les empêcher de bloquer le détroit. Au contraire, il est terriblement facile de bloquer ce détroit, et je suis sûr que l'Iran l'a étudié en détail depuis ses tentatives de 1988. En fait, je dirais qu'ils ont probablement une longueur d'avance, comme Larry le faisait remarquer, en matière d'armement, de méthode et autres. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Et comme Larry l'a déjà dit, pour terrifier le monde entier, ainsi que les assureurs et les armateurs, il suffit d'en toucher un. C'est tout ce qu'il faut. Et ensuite, il faut beaucoup de temps avant que n'importe quelle marine puisse convaincre les gens qu'ils peuvent à nouveau naviguer. Oui, et rappelons que ce qui s'est passé en 1988 s'inscrivait dans le contexte de la guerre Iran-Irak que les États-Unis ont contribué à provoquer et à entretenir. Souvenez-vous, les États-Unis ne se contentaient pas de fournir à l'Irak les précurseurs chimiques nécessaires à la fabrication d'armes chimiques, ils fournissaient également des renseignements. Je connais alors le colonel Patrick Lang, Pat Lang, qui a mis en place le programme d'Arab à West Point et a ensuite été le principal officier du renseignement de la défense pour le Moyen-Orient. C'est lui qui transportait personnellement les renseignements en Irak pour aider ce pays à vaincre l'Iran. Et donc, lorsque l'Iran a commencé à poser des mines dans le détroit, cela montre à quel point les choses ont changé en près de 40 ans. Nous avions une barge au large des côtes de Bahreïn. Elle s'appelait la Hercules Barge. C'était une plateforme pétrolière, mais elle avait été réquisitionnée par les Navy SEAL. Le SEAL qui la commandait est un ami à moi. Il était commandant à l'époque. Ils avaient des Little Birds, leurs propres vedettes armées, et ont eu plusieurs affrontements avec l'Iran. Mais à cette époque, l'Iran n'attaquait pas avec des drones ou des missiles. Donc le pays en était encore au début de ses capacités militaires. C'est un tout autre jeu aujourd'hui, complètement différent. Ils s'étaient installés sur 2 ou 3 derricks, si je me souviens bien, et nous les avons éliminés là-bas parce qu'ils étaient complètement exposés sur ces plateformes. Cette fois, ce ne sera pas pareil, je vous le garantis.